de la valorisation de l'origine locale. Donc, j'ai le plaisir de co-animer cette webinale avec notre expert marketing des fruits et légumes, que vous connaissez certainement tous, Marc-Henri Blarel. Il fait également partie de l'équipe rédactionnelle de Véritable. Alors, on est normalement 150 participants ce soir, mais je regarde le curseur, il y en a 30, donc j'espère que les auditeurs vont arriver au fur et à mesure. Donc, merci aussi à nos partenaires de nous permettre d'organiser cet événement. Alors, comment nous allons organiser les choses? Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 18h15, donc 1h15 ensemble. Notre webinaire est organisé en 3 grandes parties. Donc, une première partie qui va être consacrée aux états-majors de la grande distribution, qui va tenter de nous donner une définition du local. Et puis, cette définition, on a souhaité l'approfondir auprès des chefs de rayon. Et pour cela, on vous propose en exclusivité une enquête très détaillée, très fournie, que nous avons co-créée avec notre partenaire Je bosse en grande distribution, qui a recueilli donc le témoignage de nombreux chefs de rayon de façon quantitative, qui vont nous donner leur propre définition. Et puis, forcément, on va aller jusqu'au consommateur, puisque c'est jusqu'à lui que vous pensez tous les jours. Et nous avons également réalisé, pour les besoins de cette webinale, une enquête en exclusivité avec notre partenaire Selvitis. Voilà, donc on a vraiment une enquête quantitative qui nous permet de circonstancier et de bien définir ce que c'est que le local du point de vue du consommateur. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, alors, pour petite question technique, je vous l'ai dit, on est ensemble jusqu'à 18h15. Je vous prie de laisser vos caméras et vos micros coupés si possible, histoire que la bande passante ne soit pas trop perturbée. Et puis, je crois qu'on va pouvoir bientôt commencer. Je regarde du nombre des participants, 45 participants. J'espère que tous ceux qui se sont inscrits vont continuer à arriver. Je me permets donc à introduire. Alors, d'abord, pourquoi avons-nous choisi ce thème de la valorisation marketing du local? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que vous scrutez tous les tendances, et vous n'êtes pas sans savoir que le localisme a le vent en poupe et que c'est une attente très forte, ce qu'on appelle une tendance lourde, que confirment les nombreux observatoires, les nombreuses études que nous avons l'habitude chez Végétable d'éplucher en long, en large et en travers. Je voudrais citer alors quelques-unes en guise d'introduction, faire référence notamment au dernier observatoire de l'Obsoco. D'ailleurs, nous avons fait une interview de l'Obsoco. Et dans cet observatoire de la consommation responsable, il apparaît que le premier pilier, enfin l'ancrage de la consommation responsable, c'est un ancrage territorial de la consommation, parce que le local répond à la fois à deux choses, donc coupler l'impact environnemental positif, couplé à un impact sociétal positif, c'est-à-dire que les consommateurs souhaitent contribuer activement à l'économie de son quartier ou de son département ou de sa région. Et puis, je voudrais citer également en guise d'introduction, je fais référence au dernier rapport du CGAER de janvier 2021, donc, qui était consacré aux produits locaux. Et le CGAER cite notamment des études Ipsos. Et ce que je retiens, c'est que 95% des Français se disent prêts à augmenter leur fréquentation des enseignes qui proposeraient davantage de produits locaux à des prix abordables. Je retiens aussi que les fruits et légumes, il y a en tout cas une appétence des consommateurs pour les fruits et légumes locaux, bien devant les œufs et les produits laitiers, pour respectivement donc 71% pour les légumes et 68% pour les fruits. Et enfin, ce que je retiens aussi, c'est que chez les particuliers, on observe parfois un amalgame, ou en tout cas un couplage de la demande entre bio, local, mais avec parfois un amalgame des deux qualités chez le consommateur. Alors ça, c'est une étude Crédoc. Marc-Henri Blarel, je me tourne du coup vers toi. Certaines études
voilà, semble pointer un amalgame possible entre local, bio, mais aussi mode de relation et circuit quand on parle de local. Alors, en l'absence de définition réglementaire, est-ce que tu pourrais nous donner une définition claire, précise, et surtout en précisant de quel point de vue on se place? Bonjour Florence, bonjour à tous. Voilà, merci d'être présent cet après-midi pour ce sujet de la valorisation du local. Et effectivement, en l'absence de définition officielle, on part quand même sur un malentendu. D'accord. Et c'est ce qui nous a guidés finalement tout au long de l'enquête qu'on a découvert, c'est qu'il y a des divergences de définition. Alors, on va déjà s'entendre sur les termes. Voilà, le local s'entend principalement en termes de distance, évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Il y a des choses qu'on entend aussi souvent qui peuvent toucher à la vente directe ou aux approvisionnements directs magasins, qui là touchent le mode d'approvisionnement. D'accord. Le circuit court, qui lui a été bien défini par le législateur et qui le restreint à un intermédiaire au plus. Voilà, mais qui ne donne pas de notion de distance, même si on va la retrouver assez souvent. La notion de saisonnalité qui va avec celle de local, un certain nombre de consommateurs en point de vente comme ça que j'ai pu questionner, qui me disent mais oui, mais quand je viens ici où il n'y a que des produits locaux, au moins je sais ce qu'est la vraie saison. Voilà, et ça me permet de ne choisir que des produits de saison. Il y a le projet sociétal porté par les opérateurs du bio, pour qui le local est souvent vite associé. Malgré tout, la confiance qui est générée par le terme local peut des fois se substituer au mode de production. Et voilà, beaucoup d'entre vous ont déjà pu le constater, mais voilà, je ne développe pas, mais il y a bien une distinction. Et enfin, ce besoin de se connaître, entre la reconnexion entre le consommateur et le producteur. C'est les AMAP qui ont les premières porté cette dimension. Mais on verra aussi que le chef de rayon, finalement, il a aussi besoin de ce lien pour être un vrai supporter de son offre locale. Et c'est certainement une des choses sur lesquelles peuvent buter les enseignes au niveau des centrales. Merci Marc-Henri. Alors en synthèse, si je reformule, moi je retiens 4 choses. C'est que la consommation locale, elle intègre quand même une notion de distance, voilà, autour d'un point de vente. Je retiens aussi qu'elle est parfois confondue avec la notion de circuit court et puis parfois avec la notion d'approvisionnement direct producteur par rapport à l'approvisionnement centralisé. Et puis, quatrième notion, ce que je retiens aussi, c'est que, et c'est, je pense, assez novateur, c'est qu'elle a tendance à remplacer d'autres formes de certification. Voilà. Alors, on va passer un petit peu dans le dur. On va passer à notre première partie. Donc, fort de cette première définition, on va voir un petit peu ce qu'en dit. Donc, Marc-Henri, tu as réalisé une grande enquête auprès des états-majors des enseignes de la distribution. On est tout oui. On aimerait savoir effectivement comment ces enseignes intègrent le local. Je voulais quand même apporter une petite précision juste avant de démarrer. Pour chacun des participants, vous avez un fil de questions qui est ouvert à vous. Donc, n'hésitez pas, posez toutes vos questions par écrit et on va tenter d'y répondre à chacune de ces 3 grandes parties. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Marc-Henri, c'est à toi. Allez, merci beaucoup. Donc, c'est tout simple. On a tâché d'être en contact avec un certain nombre d'enseignes. Celles qui ne sont pas citées, ce n'est pas qu'elles ne seraient pas importantes, c'est simplement que soit elles n'ont pas pu répondre ou n'ont pas, qu'on n'a pas eu le temps de les contacter. Voilà. Mais en tout cas, on a déjà ici un bon aperçu. Je vais faire un petit zoom sur 2 enseignes qui ne sont pas forcément les plus connues. Au bout du champ, qui a été créé en 2013, on voit bien son sous-titre « Producteurs locaux ». Donc, il y a 12 magasins qui sont installés en Paris et puis 19 autres lieux où on peut trouver leur offre, avec vraiment une offre exclusivement locale. Une enseigne qui peut être plus connue parce que créée il y a bientôt 15 ans,
Voilà, Otera, qui s'est d'abord appelé Ferme du Sar, hein, et il y avait bien eu un combat des producteurs pour garder l'appellation ferme. Donc, ça avait été renommé. 6 magasins qui, pour l'instant, sont dans les Hauts-de-France avec des projets de développement qui ont été annoncés. Les 6 questions qui m'intéressaient de voir avec les états-majors, c'était quelle définition ils avaient du local. Est-ce que ça recouvrait une dimension sur l'approvisionnement exclusivement en direct ou par la centrale? Quelles étaient les volumétries en jeu? Est-ce qu'ils avaient des beaux exemples à nous citer? Voilà. Le niveau de gamme auquel ça peut se rattacher. Est-ce que c'est exclusivement du cœur de gamme? Est-ce que parfois ça peut être de l'entrée de gamme? Et puis, comment ils voient dans l'année qui vient les... Avant de vous partager ça, je vous fais un petit tour rapide de ce que j'ai pu faire en magasin et, voilà, et sur le net. On se remettra en tête que Leclerc est engagé dans les alliances locales, que Carrefour a vraiment fait un gros appel du pied au travers de son directeur général, Rémi Bettier, en novembre dernier, pour que cette organisation qui était très centralisée chez Carrefour, tout d'un coup, a souhaité, on va dire, faire un gros appel d'air de partenaires locaux qui pouvaient prendre contact directement avec les points de vente. Voilà, on voit que sur leur site internet, Carrefour peut aussi avoir des mises en œuvre spécifiquement liées au local. Dans une petite enseigne du nord de la France dédiée au bio, il y a aussi cette dimension locale qui est mise en œuvre. Chez Auchan, dans des posts sur la page Facebook, ici on est Auchan Aubagne, mais on pourrait la vérifier à peu près dans toutes les pages Facebook de chacun des magasins. Le local revient assez souvent comme quelque chose qui est un point de fierté de l'offre. Voilà, ici on est avec Fruit Web, même des vidéos qui sont réalisées. Ici, c'est chez Système-U. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le chef de rayon met en valeur le lien qu'il a avec chacun de ses producteurs. Et on va le voir à différents endroits. Et il va nous dire finalement, de manière vivante, qu'il incarne la relation. Et on retrouve d'une certaine manière la notion d'alliance locale, où là, l'enseigne tâche de trouver sa place. Voilà, on est maintenant chez Cora, avec La Gontière, qui est un très gros opérateur en champignons français, et qui pourtant, en même temps, dans le nord de la France, son bastion, tâche d'apparaître comme un opérateur local. Et on le voit aussi chez Carrefour, chez Auchan et dans d'autres enseignes. Ici, toujours chez Cora, voilà, on est vraiment dans l'incarnation du producteur avec M. Potvin-Caron, que certains ont peut-être déjà croisé en costume et cravate. Mais là, voilà, il incarne sa dimension de producteur. Ici, des tracts qui mettent en valeur l'origine locale chez Cora et qu'on peut ensuite retrouver pour la même entreprise en rayon. Voilà. Leclerc Templeuve qui met en œuvre son offre locale. Et je fais un zoom sur Match, qui a fait quelque chose d'original, bien avant Carrefour et tous ceux qui se sont engouffrés là-dedans. Match qui avait demandé à ses clients de recommander des voisins producteurs. Voilà, jusqu'à être capable de construire 6500 partenariats locaux. Ça, c'est dans un tract du mois de mai de cette année que Match nous affirmait ça. Voilà. Et ici, des mises en avant chez Système-U, chez Biocoop. Petit zoom chez Chronodrive, qui a développé avec Direct Market la mise en œuvre de l'affichage de ces produits locaux. Et donc, vous pouvez zoomer. Et là, dans ce cas-ci, en ce moment, il y a 22 produits locaux chez Chronodrive. Et on connaît tous deux avec jusqu'à la fiche du producteur et le nombre de kilomètres jusqu'au point de retrait. Ce qui est quand même un défi de mise en œuvre technique pour les approvisionnements et l'affichage du site. J'en viens maintenant aux réponses des enseignes. Première question que je leur ai posée, quelle est la définition du local chez vous? Et donc, forcément, ça a intégré une notion de distance. Et alors, Otera n'affirme pas de distance.
simplement, c'est la distance calculée à partir de tous les opérateurs présents actuellement en magasin. D'accord ? Cora affirme 70 km de distance. Carrefour, sur son site, donne 80 km de distance maxi jusqu'au point de vente. En magasin, on parle d'1 heure de route. Que ce soit Monoprix ou les alliances locales, on donne une distance de 100 km maximum. Et les alliances locales rajoutent en plus la notion de livraison directe pour distinguer ce qui est de l'ultra-local. Enfin, U-Match et Au bout du champ donnent une limite à 150 km, sachant que ces 150 km, finalement, ne se retrouvent pas dans les faits, qui ne sont jamais utilisés jusqu'à leur pleine distance. Et quand vous allez en magasin, vous avez plutôt des choses qui ressemblent à ce qu'on a évoqué précédemment. Voilà, donc on retrouve ici la notion historique qui est issue des États-Unis sur les 100 miles, donc les quelques 164 km, si on veut être précis, qui est né là-bas, réappliqué en France, finalement à une distance plus courte, et on verra que le consommateur va même un peu plus loin tout à l'heure. Quand on questionne chacune des enseignes sur la part des ventes issues du local ou de la région, les deux enseignes les plus marquées, c'est celles qui ont construit leur territoire d'enseigne là-dessus, Au bout du champ et Otera, avec Au bout du champ à 100%, et Otera, les 2 tiers de ses ventes. Pour Auchan, on est à 25% des produits qui sont issus de la région. Donc, on voit qu'il y a une nuance, et on n'a pas tout à fait que le local avec ça. Chez Match, Hélène Choteau, la responsable des achats fruits et légumes, m'a indiqué que c'était à 23%. Sophie Malinas, pour Cora, donne une part du direct qui ne recouvre pas que du local, mais aussi on va dire du négoce, bien sûr, entre 8 et 15%. Donc, la part du local est inférieure à ça. Et puis, après, il y a des endroits où on n'a pas réussi à avoir l'information. Voilà, la demande reste ouverte pour aller jusqu'au bout des choses. Dernière notion que je vous invite à regarder, c'est parce qu'elle est sous-jacente, c'est celle des modalités de partage de la valeur. Dans une AMAP, le producteur va fixer son prix de vente, et c'est ce qu'on retrouve dans l'enseigne Au bout du champ. Otera rejoint cette notion d'une transparence sur le partage de la valeur avec l'affichage du prix d'achat producteur sur chacune des références. Donc, il y a quelque chose là voilà, on se souvient que le double affichage avait été mis en place par le législateur de longue date en fruits et légumes, et Otera le fait volontairement. Voilà, et peut-être quelque chose ici qu'on peut se dire au sujet de Carrefour. On n'a pas la notion de partage de la valeur totalement indiquée, mais en tout cas, ce projet kilomètre zéro qui vise à faire référencer par chaque magasin des producteurs va avec un contrat simplifié de 2 pages, un référencement en 48 heures et un paiement en 7 jours. Donc, voilà, il y a un effort, on va dire, de simplification qui est fait pour des petites structures qui livreraient en direct. Voilà. Alors, si on se résume pour le local selon les enseignes, eh bien, on a ici un curseur que j'ai construit à 4 niveaux. Soit la gamme est exclusivement locale, et c'est le cas de Au bout du champ, soit le local est prioritaire, et on l'a vu par exemple chez Biocop, on l'a vu chez Otera, soit elle est présente, et c'est la plupart des enseignes de GMS, et on va noter ensemble quand même, il y a des enseignes pour lesquelles ce n'est pas du tout un sujet. D'accord ? C'est le cas de Grand Frais, c'est le cas de Lidl, c'est le cas d'Aldi, on pourrait allonger la liste. Et ça n'empêche pas non plus ces gens-là de réussir parce que finalement, ils ont mis le paquet sur l'origine France. Et si vous êtes attentif aux radios qui peuvent être faites sur des communications ou même sur des tracts, et l'une et l'autre de ces enseignes mettent vraiment un point d'honneur à communiquer Origine France et à ce qu'on puisse faire une association fine entre leur nom et l'Origine France. En termes d'approvisionnement, on peut quand même distinguer aussi selon que c'est de l'approvisionnement direct ou par plateforme, ou si l'un et l'autre sont possibles. Il y a quelque chose de la nature de la relation.
Voilà, est-ce qu'on est dans une relation partenariale? Je peux compter sur toi et tu peux compter sur moi. Elle peut être aussi régulière, un peu plus fournisseur de confiance, on va dire. Et enfin, opportuniste. Bon. Et quelle est la structure ou voilà, le mode de mise en marché? Est-ce que c'est le producteur seul, un groupement de producteurs, un intermédiaire? On est encore dans la notion de circuit court. Ou est-ce qu'on a 2 intermédiaires et plus? Voilà, Florence. Merci Marc-Henri. Alors, ce que je retiens de cette première partie, bon, il y a évidemment beaucoup d'enseignements. Tout d'abord, donc, on retrouve cette notion de distance, hein, dont on a déjà parlé dans la définition. Cette notion aussi, et tu l'as très bien montré avec les vidéos, les photos aujourd'hui. Cette notion de partage de la valeur, où j'ai envie de dire peut mieux faire. On voit qu'il y a encore des points d'interrogation. Et puis, voilà, ce qui m'interpelle peut-être à la fin, c'est que dans la catégorie, on va dire, des exclusifs ou prioritaires, on retrouve, et fort heureusement, on retrouve les enseignes plutôt spécialisées, tandis que les enseignes généralistes, voilà, cochent certaines cases, mais pas forcément toutes. Alors, on va voir du côté des questions. Il n'y en a pas encore, je réactivé le fil. Il n'y en a pas encore, mais vraiment, n'hésitez pas. Je sais que beaucoup d'enseignes sont présentes ce soir. N'hésitez vraiment pas, on est là pour vous accompagner tout au long et surtout pour essayer d'apporter des solutions et des réponses quand on peut en avoir. N'hésitez pas, s'il n'y en a pas, on va passer tout simplement, vous l'attendez tous, à une autre définition, celle des chefs de rayon, qui est peut-être un peu différente de ce qu'on a déjà pu entendre. Voilà, effectivement, grâce à Jonathan Leborgne, on est allé questionner de manière numérique des chefs de rayon fruits et légumes. Et donc, voilà, si on y va tout de suite, pour quasiment la majorité d'entre eux, un fruit ou un légume local, c'est un produit qui est situé dans un certain rayon autour de mon magasin et qui est un périmètre, on va dire, inférieur voilà, au département. Le deuxième niveau, c'est le département pour 16%, et malgré tout, un tiers qui estime que la région du magasin constitue encore une offre locale. Voilà. Et on a dit là l'essentiel. Concernant la principale qualité des fruits et légumes locaux dans leur magasin, eh bien, les chefs de rayon nous disent que c'est que le producteur est identifiable et qu'il est connu des clients du magasin. Et cette dimension d'identification, on va voir, est absolument cruciale. Voilà. Et après, on va venir sur des dimensions qualitatives du produit, sur le fait qu'il puisse être plus frais. On retrouve là notamment tous les produits de maraîchage et de saladerie qui peuvent être concernés. Et quand même, c'est assez notable, le fait qu'il soit plus authentique, issu d'une variété ou d'une méthode traditionnelle, ce qui peut des fois laisser, on va dire, une dimension de rusticité qui peut être acceptable sur un fruit ou un légume local. Et donc ça, c'est notamment tout ce qui touche aux critères qualitatifs, qui souvent est un point épineux pour les enseignes, parce que notamment ceux qui peuvent travailler en centrale d'achat, qui voient passer des choses qu'ils n'auraient jamais laissé passer sur la plateforme et qui ont du mal à comprendre finalement le sens entre l'exigence qu'ils peuvent mettre en centrale et puis ce qui se passe là-bas. Du point de vue du chef de rayon, déjà, c'est quelque chose qui est entendable. Qui livre les fruits et légumes locaux? Eh bien, dans 68% des cas, c'est un producteur que le chef de rayon connaît. Et ensuite, pour à peu près 15%, un collectif ou une association de producteurs qui se sont organisés pour me livrer. Et donc, on voit que finalement, la centrale d'achat régionale représente une part assez petite, et les grossistes aussi, qui ont tâché de se positionner pour certains vraiment fortement sur cette dimension de nous sommes les fournisseurs de produits locaux, se situent un petit peu en dessous de la centrale, mais
ces deux organisations très structurantes de l'approvisionnement des fruits et légumes sont finalement absentes voilà, des attentes des chefs de rayon, hein, ou en tout cas de la réalité telle que ça se passe. En termes d'offres, de quoi parle-t-on? Eh bien, vous voyez, 44% de l'offre du rayon, nous ont répondu les chefs de rayon, c'est 10 références ou moins. D'accord? Et 37% entre 11 et 20 références. D'accord? Donc, on a là, ici, plus des 3/4 de l'offre locale qui est à moins de 20 références en ce moment en magasin. On notera quand même qu'on a des gens très engagés là-dedans et qui ont mis le paquet. On continue en termes de valorisation et d'étagement des prix. L'essentiel des prix sont équivalents aux produits entre produits locaux et les produits non locaux. Et on voit quand même qu'il y a déjà une forme de place plutôt à la valorisation. On a presque un tiers qui est un peu plus cher ou franchement plus cher en termes d'offres locales. Et donc, la balance penche quand même du côté de la valorisation pour une partie. Mais la masse essentielle est à prix identique. Il y aurait un prix de marché. On se demandait aussi comment les chefs de rayon reconnaissent leurs fruits et légumes locaux. Eh bien, ils se débrouillent. Voilà, pour 60% d'entre eux, ils nous disent « Je repère personnellement l'origine locale de mes produits, quelle que soit leur source. » Voilà, je me base sur un code postal, sur le fait que je connaisse le producteur, sur voilà. À noter que l'ancien match, depuis peu de temps, a décidé de sticker les colis des fruits et légumes livrés par la centrale au magasin, qui sont des appros locaux de ce magasin. Donc, voilà, ça ressemble à une bonne pratique. Bon. Et voilà, on continue avec les démarches collectives. Elles sont nombreuses. Je ne les ai pas citées, mais elles sont importantes. Toutes les démarches d'identification régionales, territoriales, qui sont notamment portées par les chambres d'agriculture, eh bien, ça, c'est pour 22% de leur offre. En tout cas, c'est le deuxième point de repère, on va dire, mais ce n'est quand même pas le principal. Et puis, la centrale d'achat qui identifie pour 17% des chefs de rayon. Probablement, on peut imaginer qu'il y a là un déficit en tout cas, il y a une solution qui serait certainement utile d'apporter aux chefs de rayon. En termes de tendance, on sait que 2020 a été favorable aux fruits et légumes locaux. Les chefs de rayon nous le confirment. 72% d'entre eux nous disent que la part des fruits et légumes dans les ventes a augmenté. Et pour 18%, elle est restée stable. Voilà. En termes de tendance projetée, les chefs de rayon, pour les 3/4 d'entre eux, veulent renforcer l'offre locale dans leur rayon. Et de la même façon, est-ce que ce référencement local est la priorité ou une priorité? Eh bien, pour un tiers d'entre eux, c'est vraiment la principale priorité de développement. Donc, c'est quand même tout à fait notable. Et pour les 2/3, pour 62%, le local fait partie des voies d'avenir. Donc, ça ne sera pas, voilà, ça sera une piste parmi d'autres. Donc, c'est considérable que ce soit comme la priorité de l'année à venir pour un tiers d'entre eux ou comme on les a aussi questionnés sur leurs besoins. Qu'est-ce que vous allez référencer? Quel serait le prochain fruit ou prochain légume que vous référencerez? Eh bien, alors c'est forcément lié à la période à laquelle on a posé la question, mais ce sont majoritairement des fruits de saison, du melon, des fraises, de l'abricot, de la pastèque, de la cerise, et aussi des légumes, tomates, salades et pommes de terre. Donc là, on est vraiment dans le concret d'un certain nombre d'opportunités qui sont données par les chefs de rayon. Bien sûr, on a demandé quelles étaient les enseignes pour lesquelles ils travaillaient. Vous les avez sous les yeux. Alors, Leclerc a été l'enseigne la plus représentée.
Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan. On a une représentativité au moins assez fidèle pour ces 5 premières enseignes-là. Après, c'est un peu plus anecdotique. Si j'en viens à cette grille que je vous ai déjà présentée tout à l'heure, eh bien, on y ajoute une notion qui est celle du lien. C'est vraiment le chef de rayon qui nous la donne, cette clé, et cette nécessité de connaissance des personnes. Voilà. Alors, bien sûr, s'il y a la connaissance des entreprises, c'est déjà une chose, mais on voit qu'il y a une histoire d'incarnation du lien. D'une certaine manière, cette clé-là, elle a déjà été identifiée chez Leclerc quand on parle des alliances locales. Les exemples que je vous ai montrés de Système U en Alsace et de ce chef de rayon qui fait des posts Facebook, tout ça nous parle bien de cette notion du lien et du lien vivant. Ce n'est pas juste le lien affiché, mais c'est aussi le lien vivant. Voilà, je te repasse la parole, Florence. Merci beaucoup. Donc effectivement, cette notion de lien, moi, elle me paraît très très importante, lien et appropriation. Et donc on voit voilà, qu'il y a cette petite nuance, quand même, une nuance de taille. Je me dis que ça renvoie aussi peut-être à des questions de management ou en tout cas de contrôle. Et alors, je pose une question volontairement ouverte, mais ne vaut-il mieux pas laisser un tout petit peu, mais une vraie marge de manœuvre aux chefs de rayon qui, effectivement, ont parfois une connaissance et un lien direct, voilà, plutôt qui sont, on va dire, très, très motivés à mettre en avant ce local. Je pense en tout cas qu'il y aurait tout à y gagner. Alors, Marc-Henri, tu vas être nourri, servi, parce que nous avons finalement pas mal de questions qui arrivent. Alors, je voulais dire, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions ce soir, on fera comme à la première webinale, on y répondra sur notre site internet, évidemment à toutes. J'ai essayé de faire un petit peu une synthèse. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions et c'est logique concernant la logistique. Alors, déjà, peut-être première question ouverte, est-ce que la partie logistique est-elle présentée? Et puis, peut-être je vais aller directement sur une autre question par rapport à la logistique. Alors, est-ce que tu pourrais partager la vision que tu as sur le mode d'approvisionnement selon les enseignes? Voilà, direct, entrepôt, enfin, ce qui est centralisé, ce qui est en direct, est-ce qu'il y a une influence ou pas? Est-ce que tu peux nous le dire? Alors, oui, il y a carrément une influence. C'est vraiment une super question parce que finalement, ces centrales qui ont construit, elles se sont construites quand même avec la centralisation et avec de l'efficacité logistique. Et cette montée en puissance du local, elle vient percuter ça. D'accord ? Et on sent bien qu'il faut toute l'impulsion d'une direction générale pour décider que ce sujet du local devient stratégique et forcer un peu tous les obstacles. Non pas que les gens ne veuillent pas que ça ait lieu, bien sûr, je veux dire, mais il y a une confrontation entre une efficacité logistique permise par la centralisation et quand même ce foisonnement et cette dégradation de performance, au moins logistique, en vue d'une meilleure performance commerciale des approvisionnements locaux. Et voilà, Monoprix doit faire des annonces aujourd'hui, leur directrice générale exécutive, sur une impulsion nouvelle sur le local. Carrefour, on en a dit quelques mots de Rémi Bettier qui a vraiment donné l'impulsion du local. Auchan l'a écrit comme dans le triptyque de 3 adjectifs, voilà, le bio, le sain, le local. Voilà, et on le retrouve. Mais pour une partie, c'est quand même incantatoire. Voilà, c'est un jugement de ma part, elles ne m'en voudront pas, mais c'est vraiment… les chefs de rayon, il peut des fois manquer de bras, d'accord, et de toute façon, la centrale, elle fonctionne aussi en optimisant quand même ses volumes. Et probablement, on aurait pu avoir ici à nos côtés Direct Market, qui est une plateforme qui simplifie digital, qui simplifie un certain nombre de sujets qui aujourd'hui, si on résume, les approvisionnements centralisés font écran à la visibilité de l'offre locale pour le chef de rayon.
Je cite un exemple que mes anciens collègues connaissent bien, c'est le magasin d'Auchan-Fâche-Tuménil. À 4 ou 5 kilomètres de là, vous avez la fraise de Falampin. Eh bien, la fraise de Falampin n'était pas identifiée par le chef de rayon de Fâche-Tuménil, qui a eu nécessité de référencer un producteur local de fraises basé à 20 ou 25 kilomètres et pour lequel, tout d'un coup, il s'est vraiment battu comme un lion à faire des affiches, des kakémonos pour mettre ça en valeur. Et donc, il y a, même si, on va dire, techniquement, il y a bien des approvisionnements régionaux transportés par la centrale jusqu'au magasin et qui constituent une part non négligeable de l'offre, les chefs de rayon ne l'identifient pas parce qu'ils ne se sont pas approprié cette offre. Alors, c'est un propos général, il faudrait traiter ensuite un peu avec discernement par enseigne. Mais voilà, on a bien qui est et donc pour vivre cette appropriation pleine de certains approvisionnements, même issus ceux de la centrale. Après, il y a d'autres types de questions qui, à mon avis, sont très pertinentes et qui touchent effectivement à la logistique et à cette notion de massification. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de produits locaux, mais c'est parfois très, très compliqué à mettre en place. Il y a par exemple une question, alors j'en ai deux en fait qui se rejoignent un petit peu. Première question, c'est est-ce que les producteurs généralement livrent directement ou est-ce qu'il y a des points on va dire des plateformes ou des points de collecte des produits locaux? Est-ce que tu as une vision un petit peu globale de ce qui existe en fonction des enseignes? Oui. L'enquête ne le montre pas, mais… Non, bien sûr. En fait, la part de l'offre locale livrée en direct, elle est epsilon, finalement. Et la plupart du temps, il y a des approvisionnements régionaux que l'enseigne intègre dans un volume global local. C'est les 25% donnés par Auchan, par exemple. Voilà, dans lequel probablement le consommateur nous a déjà dit qu'il n'était pas tout à fait calé avec ça. En tout cas, le chef de rayon. On verra juste après les consos. Donc, et c'est probablement pour ça qu'il y a ce réveil un petit peu de toutes les enseignes, parce que la demande, elle est là, elle est puissante, mais d'autres concepts de circuits spécialisés ont quand même une longueur d'avance et une identité beaucoup plus claire sur ce sujet. Donc, il y a encore des barrières à abattre pour aller jusqu'au bout de la promesse qu'ils ont envie de faire. Et justement, là, tu rappelais un petit peu les pourcentages. Alors, une question qui va te titiller un petit peu. Si les chefs de rayon indiquent qu'il y a moins de 20 références en local, en majorité, comment les enseignes peuvent-elles indiquer 10, 15, 25% de local dans l'offre? Alors, est-ce lié au périmètre visé Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est un décalage de périmètre. Voilà. Et ça confirme le epsilon dont on se disait, voilà, qui, à mon avis, est entre 1 et 5% de livraison directe issue de producteurs locaux. Et donc, voilà, soit ça sera de l'affichage et ça restera de l'affichage, soit ça doit aller beaucoup plus loin. Et c'est vraiment une révolution qui est à mener, qui viendra quand même se percuter sur l'image prix. D'accord. On a quelques exemples de fruits et légumes locaux d'entrée de gamme. On va citer le filet de pommes de terre 5 kg en bande cousue. C'est un produit souvent tout venant, pas très marketé, qui a fait peu de kilomètres, qui a été travaillé par un producteur qui a du matériel de conditionnement. Ça reste quand même un produit d'entrée de gamme. Et donc, ce n'est pas le chemin de la valorisation, même si ça peut être intégré aujourd'hui dans un volume global de local. Il n'est pas tout à fait là où il est attendu en termes de positionnement. On va essayer de prendre encore deux questions. Alors, une question qui rejoint un petit peu ce dont on a parlé avant sur la massification finalement de cette offre. Est-ce que certains grossistes pourraient faire office d'intermédiaires logistiques? On parle de plateforme alimentaire territoriale. Et là, en l'occurrence, donc, par exemple, le magasin source un fournisseur et mandate un grossiste pour assurer la livraison.
Est-ce que ça, c'est un schéma déjà qui existe déjà? Moi, j'en ai connaissance effectivement pour l'approvisionnement des cantines, des restaurateurs ou des marchés. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de transformer un peu et de reparler de plateformisation? Il me semble que c'est vraiment ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Créneau s'est positionné de longue date avec Jardin d'ici, hein, sa marque locale, avec des choses qui étaient quand même très bien conçues, etc. Donc, voilà, les grossistes peuvent, sur le terrain des grandes et moyennes surfaces, se trouver en affrontement avec les centrales d'achat. Donc là, c'est pas gagné. On voit qu'il y a des solutions numériques très poussées. J'ai cité Direct Market. Là, le ministère de l'Agriculture a sorti la plateforme Frais et Local, sur lequel vous retrouverez toutes les initiatives françaises de plateformes digitales, d'accord, mes voisins producteurs, le court-circuit, et j'en laisse encore beaucoup non cités. Donc, voilà, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui tâche d'émerger et à la fois d'aller jusqu'au bout de la promesse de l'approvisionnement local en richesse, en largeur de gamme, en profondeur de gamme, et tout en gardant une dimension d'accessibilité, hein, et donc de minimiser les coûts logistiques qui y sont associés, qui pour l'instant restent quand même un des points noirs de l'approvisionnement direct. Mmh. Alors, on va prendre une dernière question pour cette partie. On répondra aux autres un petit peu au fil donc après. Moi, à mon avis, c'est une question qui est éminemment stratégique, puisqu'on parle de reterritorialisation. Est-ce que tu as, toi, dans ta connaissance, des retours sur la notion d'engagement de certains magasins à participer à la relocalisation de certains produits? Est-ce que des magasins ou des enseignes sont carrément acteurs de l'installation de producteurs ou prescripteurs de nouvelles cultures, sachant au passage que certaines enseignes vont carrément intégrer le métier de producteur? Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu as connaissance d'une vraie transformation, c'est-à-dire ils deviennent carrément acteurs de l'installation de producteurs ou prescripteurs de nouvelles filières? Le temps de la production n'est pas nécessairement celui de la distribution. Et voilà, celui de la distribution se compte en journée, celui de producteur en saison ou en année. Et donc, il y a quand même un décalage entre des objectifs opérationnels quotidiens, globalement, faire le chiffre, hein. Il est certain que, à la fois pour leurs engagements sociétaux, soit dans un objectif commercial de différenciation, soit dans un objectif voilà, de pouvoir nourrir l'image de marque, des enseignes peuvent participer à des projets de plans alimentaires territoriaux. Il me semble quand même que principalement ces plans alimentaires territoriaux restent portés par des circuits alternatifs. Tu l'as dit tout à l'heure au niveau de la RHD, hein, de la restauration hors foyer, c'est valable. Les circuits de vente alternatifs, la vente directe ou voilà, on sent bien qu'il y a quelque chose là ce sont deux mondes qui s'ignorent quand même relativement. Dans cette promesse du local, on voit bien, il y a des producteurs qui deviennent vendeurs, hein, qui vont jusqu'à concevoir des magasins, je ne les ai pas encore cités, mais Talent de ferme à Vambrochy, voilà, en Alsace, voilà, les producteurs qui ont repris cet ancien Lidl, qui en ont fait un point de vente de producteurs, et on pourrait citer beaucoup d'autres initiatives qui veulent, on va dire, aller jusqu'au consommateur pour pouvoir comment dire, avoir la meilleure valeur ajoutée possible. Dans le même temps, on a le mouvement identique de la part des commerçants qui intègrent le métier de producteur. Voilà, il y a un certain nombre d'expériences qui, pour l'instant, ne percent pas. Soit c'est de l'affichage sur voilà, des produits, on va dire comme des herbes aromatiques ou des choses comme ça, et des choses plus massives. D'abord, ils mobilisent quand même beaucoup de capitaux et les temps sont durs aussi pour les distributeurs.
Et, et c'est quand même un tout autre métier que de produire. Hein, et ils deviennent confrontés eux-mêmes à des problématiques qui sont qu'est-ce que je fais de mes invendus, qu'est-ce que je fais des produits qui sont hors calibre, hors catégorie, etc. Et donc, ce n'est pas simple d'être producteur. Et voilà. Et certains producteurs, effectivement, se rendent, à contrario, compte exactement de l'inverse. C'est pas simple d'être distributeur. Et on a aussi des modèles de valorisation territoriale en co-branding. On va dire, par exemple, une coopérative avec un distributeur spécialisé. Très bien. Alors, on va passer, il est 17h44. Nous allons passer donc à la troisième partie, celle que vous attendez tous avec impatience. C'est le point de vue des consommateurs. Et donc là encore, nous avons mené une enquête en exclusivité pour ce soir et on vous la confie en direct. Voilà. Donc, on remercie Benjamin et Selvitis, qui est une start-up voilà, qui s'est spécialisée sur les sondages auprès du grand public et qui a réalisé pour Végétable entre fin mai, entre le 22 et 29 mai, auprès de 1112 consommateurs. D'accord. On a une représentation, on va dire, satisfaisante pour toutes les tranches d'âge, sauf les plus de 65 ans, malheureusement, toutes les régions, toutes les catégories socio-professionnelles. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Première chose qu'on souhaitait à savoir, comment définissez-vous un fruit ou un légume local ? Voilà, entre les notions de connaître l'origine, etc. Évidemment, pour 84% des répondants, c'est un fruit ou un légume récolté près de chez soi. Quand on arrive à cette notion de près de chez soi, est-ce qu'on peut la préciser ? Alors, en moyenne, on tombe sur 94 km, sachant qu'on a eu des réponses quand même très étendues. On s'arrêtera sur cette grosse moitié qui situe le local à moins de 50 km de son domicile. Et là, forcément, ça vient percuter tout ce qu'on s'est dit au début sur les définitions officielles d'enseigne. Et d'une certaine manière, il n'y a que Otera qui aujourd'hui remplit ce contrat-là. C'est plus compliqué pour eux. Et voilà. Donc, les gens qui se sont quand même spécialisés là-dessus. Quand on regarde les différentes proportions autour de chez soi, le département, la région et même la France, le pays, on voit que si on additionne autour de chez soi, c'est 50%, le département, 7%, et on retrouve ce tiers de production régionale. J'y vois une résonance de ce qui nous avait été donné par les chefs de rayon. On était à peu près à un tiers aussi. Voilà. Et donc, il reste une proportion de répondants quand même qu'on notera où le local, pour eux, c'est le pays. Ils sont un petit peu atypiques quand ils nous disent ça, mais on l'entend. En termes de prix, pour un tiers des répondants, ils ont acheté. On a souhaité savoir, on les a questionnés sur leur dernier achat de fruits ou de légumes locaux. D'accord ? Et donc, ils nous ont dit, pour un tiers d'entre eux, je l'ai payé plus cher qu'un fruit ou qu'un légume non local. Et 28%, je l'ai payé le même prix. Et un quart ont été honnêtes puisqu'ils nous ont dit, je ne m'en souviens pas. Voilà. Donc, il y a voilà une correspondance entre ce qu'ont pu nous dire des chefs de rayon et un ressenti de consommateur, même si les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y a quand même la potentialité d'une valorisation, ce qui est une bonne nouvelle dans cette conférence pour ceux qui s'y intéressent. Ensuite, pour ceux qui l'ont payé plus cher, c'est à gauche sur votre écran, on leur a demandé quelle était la motivation à payer ce fruit ou ce légume plus cher. Et il y avait une dimension de soutenir l'économie locale pour 40% d'entre eux, ou acheter un produit parce qu'il était de meilleure qualité pour 37% d'entre eux. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce ça prend une dimension équitable, et que tout ce qu'on s'est dit sur le lien entre et la mise en évidence de la relation humaine entre un magasin et son producteur trouve ici, c'est quand même la première motivation déclarée par les consommateurs. Pour ceux qui l'ont payé moins cher, ils étaient moins nombreux. La première raison, c'est que c'était
c'est normal, finalement, c'est l'achat malin. L'achat local, c'est aussi un achat avec moins d'intermédiaires, plus de simplicité de la chaîne d'approvisionnement, et donc ils sont quand même 53% à dire ça. Les deux réponses en dessous sont moins évidentes à commenter. Je le reprendrai dans la conclusion. Ensuite, on a souhaité savoir si ce dernier achat local de fruits et légumes locaux qui avait été réalisé, les consommateurs, quelle était la probabilité qu'ils le renouvellent, avec une notation sous forme NPS pour ceux qui en sont familiers. Bon, globalement, tous ceux qui nous ont dit 9 ou 10, très probable, on a estimé que c'était ceux pour lesquels on pouvait retenir. Et après, en dessous de 6, vraiment, il y avait peu de chances qu'ils le renouvellent. Donc, on est quand même sur des gens qui retirent une satisfaction générale de leur achat pour 70% d'entre eux et qui sont tout à fait capables de le renouveler. Et si on veut les voir on veut voir le verre à moitié plein, on peut même ajouter les 15% qui sont là, qui ont noté 7 ou 8. Ils ne sont plus très loin de le faire. Si on tâche de leur demander c'est quoi les points forts et les forces de progrès de l'offre locale, à gauche de l'écran, les 4 critères les plus importants, des produits de qualité, de saison, avec un maximum d'informations et de transparence sur la production et des preuves de l'origine du produit. Et cette notion d'identification, dont on a vu qu'elle n'était pas résolue du point de vue des chefs de rayon, elle est attendue du consommateur parce qu'il veut être certain de ça. Et c'est là toute la force des gens qui bâtissent un concept uniquement dédié sur ça. En termes de points de progrès, bon, OK, il faudrait baisser les prix, soit. Adopter probablement peut-être une efficacité logistique aménagée, bon, OK. Adopter une politique plus transparente quant à l'origine locale du produit. Donc, on retrouve cette notion de transparence, d'information, de preuve. De proposer davantage de produits saisonniers, donc j'en veux plus, j'en trouve pas assez, et ça va de pair avec réduire l'offre d'importation. Et cette réduction de l'offre d'importation, souvenons-nous que Carrefour, en janvier, a annoncé qu'il interrompait toutes les importations de fraises d'Espagne pendant le mois de janvier et que ça a eu une résonance certaine dans le grand public comme un engagement et qu'il y a une cohérence entre développer le local et réduire l'offre d'import, en étant tous conscients ici, professionnels des fruits et légumes qui sommes autour de la table, que jusqu'à l'année dernière, jusqu'à fin 2019, on venait de vivre 25 ans d'augmentation de l'import. Donc, voilà, il y a eu un redéveloppement de l'origine France en 2020, dans un contexte que je ne rappelle pas, mais voilà, ceux qui sont concernés par cette valorisation de l'offre locale attendent des preuves aussi sur une baisse de l'importation. Voilà, favoriser, médiatiser la vente en direct chez le producteur. J'imagine, c'est finalement, d'une certaine manière, ce que font des enseignes qui mettent l'affiche avec le nom du producteur et sa photo et tout ça, sans jamais parler de leur rôle propre dans sa relation au producteur. Les alliances locales de Leclerc nous parlent du lien entre Leclerc et les producteurs. Quand dans d'autres endroits, on trouve la photo avec le nom, etc., d'une certaine manière, le sous-entendu, c'est aller le voir directement. Voilà. Ça, donc, au niveau marketing, il y a quelque chose là qui probablement peut être ajusté. Merci beaucoup. La parole, je pense que cette dernière idée répondra en fait aux participants qui demandent si on doit afficher la photo du producteur lorsque nous conditionnons. Alors, le jambon, je ne sais pas, on n'est pas spécialiste de cette catégorie-là, mais en tout cas, voilà, tu viens d'ajouter la notion de lien. Une photo, oui, c'est bien, mais une photo incarnée, quoi. Il y a une question. Alors, tu parlais dans ta présentation de notion d'équitable qui est abordée. Et il y a une question qui va un tout petit peu dans ce sens-là, en tout cas sur laquelle tu pourras, je pense, apporter des précisions. C'est est-ce que
le consommateur est vraiment réceptif à l'offre locale. Par exemple, quand tu as un produit local qui est à côté d'un autre produit, par exemple une courgette en local et une courgette en non local, est-ce qu'il y a vraiment un succès? Est-ce qu'il y a même s'il y a un différentiel de prix, ou bien dans les faits, le magasin remplace carrément l'offre et il n'y a aucune alternative. Voilà. Est-ce que très concrètement, au-delà des enquêtes que tu as présentées, on a des chiffres qui montent, entre guillemets, s'il y a des, enfin, s'il y a des, enfin, si ça marche ou si ça marche moins bien que les chiffres ne le disent? Je vais me baser sur des expériences vécues, d'accord, pour pouvoir répondre. Donc, elles seront forcément parcellaires. Tous les cas se rencontrent. En tout cas, je vais rester sur l'exemple donné de la fraise au magasin de Fâche-Tuménil. Un des deux fraises locales, finalement, celle livrée par la centrale et celle livrée en direct. Que le chef de rayon met sa fraise achetée en direct en tête de gondole avec les kakémonos et finalement qu'il défend la valeur du produit. La barquette, elle est peut-être vendue 4 euros les 500 grammes, pendant que l'autre est vendu 2,50 euros. Eh bien, il la surexpose, il explique sa valeur dans toutes ses dimensions et ça marche. Voilà, et ça fonctionne. Donc, voilà, ça c'est un petit morceau de réponse. Ensuite, il y a des endroits où, mine de rien, il y a des formats de magasins qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un dédoublement de l'offre et qui vont faire des choix, on va dire, de s'approvisionner hors saison auprès de leur centrale et puis qui basculeront sur un approvisionnement direct pour leur offre locale. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, le consommateur, il est devant le fait accompli. Il y a un choix qui est opéré, une sélection. Et voilà. Et ensuite, après, c'est le risque commercial du magasin de déplaire si jamais il était un peu trop cher. Mais voilà, en tout cas, ça lui garantit quand même une volumétrie. Je pense qu'il y a un certain nombre d'indépendants, Système U, Intermarché, Leclerc. Il y a probablement une bonne conjonction de planètes là, avec une volumétrie conséquente offerte au producteur qui vient en direct et en même temps un tarif qui peut rester abordable. Moi, ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est qu'il y a une notion donc de géographie, hein, quand même de distance, que l'on retrouve un petit peu comme fil rouge et qui finalement corrobore bien, et c'est rassurant, qui corrobore bien les observatoires et les enquêtes Ipsos et autres. Et puis, on a une question aussi. Donc, tu as rappelé, enfin, tu as présenté plutôt quels étaient les grands critères de choix des consommateurs vis-à-vis du local, parmi lesquels il y a donc la qualité, la saisonnalité, la fraîcheur et surtout l'identification, la traçabilité. Il y a une question, donc en termes de quantitatif, est-ce que ça n'est pas plus facile pour les structures les plus petites finalement de proposer du local, à contrario des grandes surfaces de périphérie d'agglomération? Voilà. Est-ce qu'on a des chiffres un petit peu plus précis au-delà des enquêtes avec le panel que l'on avait? Et que dire peut-être des enseignes très spécialisées locales qui poussent un peu comme des petits pains? Voilà. Est-ce que là, on a des chiffres aussi sur la progression et sur la préférence des consommateurs pour ces concepts-là? La question est un peu longue, du coup. Oui. J'entends qu'il y a quelque chose autour de la disponibilité ou l'indisponibilité de l'offre, c'est-à-dire tout d'un coup, il n'y en a plus et voilà. C'est tout à fait au cœur des enjeux, avec d'ailleurs une difficulté pour les centrales parce que comment dire, si le chef de rayon achète en direct des produits locaux et que voilà, ça c'est fluctuant et il y en a pas, sa solution de secours, c'est de s'appuyer sur sa centrale. Dans les AMAP et l'abonnement au panier avec cette dimension bonne surprise, c'est-à-dire je ne garantis pas toujours la composition du panier et vous y trouvez enfin, voilà, ce que je suis capable d'y mettre en fonction de la saison, de comment sera passée la récolte, etc. C'était une forme
une façon de résoudre cette variabilité de disponibilité de l'offre en considérant que la variable d'ajustement, c'est le consommateur. Alors, je pense qu'il y a, il y a des puristes à qui ça convient. Mine de rien, pour de la grande consommation, il y a un moment où ça lasse d'une certaine manière, ce côté, voilà, qui éventuellement, il y ait un produit dans tout le panier qui soit comme une surprise, et puis on aura une recette, on va tâcher de découvrir, faire découvrir ça aux enfants, etc. Mais quand ça concerne vraiment l'essentiel du contenu, le consommateur pourrait se sentir un peu oublié dans ses besoins, simplement de se nourrir voilà, avec quelque chose qu'il est un peu anticipé quand même. Parce que, voilà. Et en termes de format de point de vente, parce que c'est format et spécialisation, est-ce qu'il y a des éléments par rapport à ça? Est-ce qu'on a une préférence du consommateur par rapport à certains types de formats? Le participant donc demandait voilà, est-ce que les structures plus petites favorisent, on va dire, les achats locaux ou pas? Enfin, Alors, est-ce que le format, on va dire, a une influence, en fait, tout simplement? d'accord. Est-ce qu'on parle là, ici, entre proximité, supermarché, hypermarché? Il faudrait le Bon, alors je préciser. vais répondre avec ça. Et puis, si ça doit être complété, on le fera volontiers. Voilà, je pense que c'est une histoire de concept. D'accord, on les a bien décrits entre ceux pour qui l'offre locale elle est exclusive ou prioritaire, et c'est globalement pas la GMS. Donc, on est plutôt chez des spécialistes qui en ont fait un des points fondamentaux d'identité de leur enseigne. Et ensuite, voilà, on vit un mouvement en ce moment certainement de rattrapage, parce que la demande locale, ça fait un certain temps qu'elle est là, même si on la pointe aujourd'hui comme quelque chose qui se développe plus fortement. Et voilà, et les organisations, elles ne sont pas faites pour ça. Et donc, voilà, probablement qu'entre les annonces qui peuvent être faites et la concrétisation en rayon, il pourrait se produire un décalage quand même entre le discours de certaines enseignes et ce que le consommateur va réellement trouver, alors qu'il l'exprime comme une attente profonde. Et donc, si cette attente est déçue, ça peut amener des gens à aller voir ailleurs. Alors, tu me tends une perche, là. Donc, aujourd'hui, on a une annonce de… Excusez-moi, nous avons été coupés. Non, je disais, je ne sais pas si je vais la revoir. Oui, Je t'entends, on a… c'est bon. Pardon, donc on a été coupé. Non, voilà, je disais, tu me tendais une perche parce qu'effectivement, il y a des annonces. Par exemple, on a une annonce aujourd'hui de Monoprix, donc à creuser parce que je ne sais pas si ça concerne les fruits et légumes. L'enseigne donc a décidé d'accélérer, voilà, dans un certain nombre de ses points de vente à Paris. Et l'objectif, c'est de proposer aux consommateurs des produits extra frais dans un rayon de 10 km maximum. Alors, si c'est Paris intramuros, j'ai du mal à voir comment on peut relever le challenge, mais pourquoi pas. Donc, en tout cas, voilà, il y a effectivement des effets d'annonce. Alors, il est 18h02. Je te propose, en fait, pour synthétiser… Ah oui, il y a quand même une dernière question avant de synthétiser. C'est quand même important parce que j'ai vu dans le fil qu'il y avait pas mal de questions par rapport à ça. On a un panel qui est ce qu'il est. Est-ce qu'il y a, au-delà de la moyenne nationale, est-ce qu'il y a une disparité des résultats selon les régions et selon les catégories socio-professionnelles? Est-ce que voilà, on peut un petit peu catégoriser tout ça? Oui, il y a bien des écarts. Peut-être le plus notable, c'est justement la population parisienne qui a bien intégré qu'elle vivait dans un environnement extrêmement urbanisé. Et donc, quand elle doit répondre près de chez moi, oui, c'est là où les réponses sont les plus faibles comparées au reste, à la moyenne nationale, pendant que voilà, des zones plus rurales
vont manifester, vont être bien plus importantes dans leur réponse sur près de chez moi. Voilà. Il y aurait encore bien d'autres détails à donner. Voilà. Je ne les ai pas affichés, non pas que j'avais souhaité cacher, mais pour que ce soit synthétique. Ils seront disponibles voilà, sur le site de Végétable après la conférence. Merci en tout cas. Alors, avant de passer à la conclusion, en tant que consultant, est-ce que tu peux quand même nous faire un petit peu une synthèse de tout ça et notamment peut-être donner ton point de vue, on va dire, sur les tops et les flops, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, toi, ce qui te paraît vraiment le plus pertinent aujourd'hui compte tenu de toutes les tendances dont on a parlé et de toutes les attentes. Bon, on est bien d'accord que la question à laquelle on avait promis de répondre, c'était comment valoriser l'origine locale. Voilà, au cours de ces 2 mois de préparation de cette conférence et voilà, de ces visites, de ces rencontres, de cette recherche d'informations, les 2 enquêtes qu'on a pu présenter, ce qui ressort, qui me semble important, la première, c'est vraiment une identification forte et incarnée. On a vu que c'était un souci pour les chefs de rayon à résoudre, cette identification. On a vu que c'était une attente de preuve des consommateurs de pouvoir être certains. Si vous l'avez peut-être vécu comme consommateur en rayon, des fois, vous avez une affiche avec la photo d'un producteur et c'est des fois bien compliqué de retrouver entre le nom du producteur, le nom de son GAEC ou de son EARL qui a été mis en face arrière du packaging, etc. Et ben voilà, un achat de fruits et légumes, ça a été quantifié par un tas de gens, c'est entre 2 et 3 secondes pour prendre la décision. Dès lors que vous compliquez la bonne identification, ben, vous perdez une chance de pouvoir le vendre. Donc, cette identification, elle est absolument nécessaire. Et voilà, alors je ne voudrais pas froisser les gens qui sont investis dans des projets territoriaux à l'échelle régionale, mais pour parler de consommation locale, il faut un identifiant une maille plus fine que ça. La deuxième chose, c'est la mise en valeur, d'abord la création sincère d'un lien durable et de confiance. Et donc, ça suppose un cadre qui soit désigné, enfin, qui soit précis, affiché, qui dit ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire comment l'enseigne se comporte avec son producteur. Voilà, qu'est-ce que globalement, est-ce que c'est juste ça serait juste de l'affichage? Donc, moi, j'ai pas très envie d'avoir confiance. Si je m'exprime comme un client, voilà, je vous délègue quelque chose quand vous êtes avec lui, et moi, je souhaite que ce soit une relation constructive, voire presque sécurisante même. Et c'est peut-être un excès de modestie ou alors voilà, une volonté c'est croire que promouvoir les producteurs, ça suppose de juste parler du producteur. Eh ben, la conviction que je vous propose ce soir, c'est vraiment d'avoir une place bien expliquée de ce que c'est le rôle de l'enseigne. Voilà, l'enseigne, elle ne prend pas tout non plus, elle choisit certains. Pourquoi cela? Il y a bien cette fonction de sélectionneur, il y a plein de choses à expliquer là, du rôle de l'enseigne, et qui est précieux parce que ça explique que l'enseigne, elle a bien une place évidemment à jouer, tout à fait décisive, et ça justifie sa valeur dans la chaîne. Et puis, le troisième ingrédient que je vous propose aussi d'intégrer dans une bonne valorisation de l'origine locale, c'est un partage assumé de la valeur. Alors, on l'a vu, il y a des modèles AMAP ou équivalents où le producteur fixe lui-même son prix. C'était le cas de Au bout du champ, chez La Ruche qui dit oui, c'est comme ça. Et vous avez pas mal de plateformes en ligne de circuits courts qui sont sur ce modèle de fixation du prix par le producteur. On a vu que Otera affichait volontairement pour chacun de ses fruits et de ses légumes locaux la part qui revenait au producteur. Il y aurait certainement d'autres solutions à imaginer dans ce partage assumé de la valeur, mais forcément, c'est la dimension, la troisième dimension que je pose aujourd'hui pour une bonne valorisation de l'origine locale, donc valorisation au sens communication, mais aussi valorisation au sens avoir la meilleure rétribution financière de cette origine locale auprès du consommateur. Merci beaucoup, Marc-Henri. Il est temps de passer à la conclusion.
En tout cas, infiniment merci pour tout le travail de fond que tu as réalisé, même co-réalisé, puisque nous avons eu des partenaires qui nous ont bien aidés, Selvitis et Je bosse en grande distribution. Tout à fait. Ouais. Merci aussi à nos 3 partenaires institutionnels, les fruits et légumes frais, Interfell, Acanea et Blue Whale. Je tiens à préciser que dans cette année à moitié confinée, déconfinée, on a donc prévu une 3e webinale qui aura lieu en octobre. On vous dira très prochainement quel est le thème et puis aussi quelle sera la date. Et en tout cas, je voulais absolument vous remercier pour votre participation active à tous. Si on n'a pas répondu à toutes les questions, on y répondra évidemment prochainement. Et enfin, 2 choses. La première chose, c'est que cette webinale sera en ligne, comme la précédente, sur notre site internet www.vgab.fr. Et puis, en plus, cerise sur le gâteau, vous aurez droit en fait à ces enquêtes exclusives qui ont été réalisées pour cette webinale en accès payant, réservé. Mais voilà, il y a eu un gros travail de fond de fait et j'espère bien en tout cas que vous serez nombreux à vous connecter. N'hésitez pas en tout cas et on reste évidemment à votre disposition pour répondre par mail, par site internet interposé à toutes vos questions. Merci à tous. Et à très bientôt sur le terrain. Merci Florence, merci à tous.